Cette nuit-là n'était pas normale. Pendant que le pays dormait, le président des États-Unis publiait message après message, des dizaines puis des centaines sans pause, accusations de trahison, théories sur la CIA, la Chine, l'élection de 2020. Et presque en parallèle, selon les informations rapportées, des agents fédéraux se présentaient dans un entrepôt électoral du comté de Fulton pour récupérer des bulletins de vote de cette même élection. Deux actions distinctes, une seule ligne de pouvoir. Voici la contradiction centrale. En public, Donald Trump affirme vouloir coopérer, apaiser, dialoguer avec des gouverneurs. Mais en ligne, la même nuit, il accuse Barack Obama de trahison, relance l'idée d'une élection volée et qualifie Alex Pretty de terroriste domestique. Tout est public, daté, documenté. Pourquoi ça te concerne? Parce que quand les réseaux sociaux, les forces fédérales et le récit électoral se mettent à avancer en même temps, ce n'est plus du bruit, c'est un signal. Et un détail précis de cette nuit-là pourrait changer la lecture de tout ce qui suit. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas un incident isolé. C'est la continuité d'un schéma déjà visible. D'un côté, une activité frénétique sur les réseaux sociaux, avec des accusations répétées selon lesquelles l'élection de 2020 aurait été volée, impliquant la CIA, la Chine et un complot international. De l'autre, une action bien réelle. Des agents fédéraux confirmés sur place, récupérant des boîtes de bulletins de vote de 2020 dans un entrepôt du comté de Fulton sous mandat judiciaire, sans explication publique immédiate. Pris séparément, chaque élément peut sembler explicable. Ensemble, ils racontent autre chose, une insistance sur un récit électoral rejeté par les tribunaux, combiné à l'usage visible de l'appareil fédéral. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais le moment et la synchronisation. Alors pose-toi cette question. Quand un président remet en scène une élection passée tout en agissant concrètement sur ses preuves matérielles, est-ce une enquête ou une démonstration de pouvoir? Et surtout, pourquoi maintenant? Voici l'affirmation clé et elle est lourde de conséquences. Cette nuit-là, le récit n'était pas improvisé, il était martelé. Donald Trump a publié des messages accusant explicitement Barack Obama de trahison. Il a affirmé que l'élection de 2020 avait été volée, évoquant des outils nommés Hammer et Scorecard, et allant jusqu'à dire que la CIA et la Chine auraient coordonné l'opération. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont les mots rapportés, noir sur blanc, issus de ses propres publications. Dans le même flux, il a relayé un message qualifiant Alex Pretty de terroriste domestique. Là encore, ce n'est pas une déclaration hors contexte. C'est un riposte précis, attribué à un compte identifié, diffusé par le président lui-même. Ce que cela signifie est simple, mais dérangeant. Le pouvoir exécutif ne se contente plus de suggérer un doute. Il le répète, le renforce et l'ancre publiquement. Mais remarque ce qui manque. À aucun moment, dans cette avalanche de messages, il n'apporte de preuves nouvelles, pas un document, pas un élément vérifiable. Et c'est exactement là que l'histoire commence à changer de nature. À partir de là, la situation ne ralentit pas, elle s'intensifie. Parce que ce type de discours n'arrive pas dans le vide, il s'inscrit dans une logique déjà vue ailleurs. Contester d'abord la légitimité, puis normaliser l'intervention directe de l'État. Dans la même séquence temporelle, des figures de l'exécutif apparaissent sur le terrain. Le directeur du renseignement national, Tulsi Gabbard, est signalé comme présent lors de l'exécution du mandat à Fulton County, pas en arrière-plan, sur place, devant des véhicules chargés de boîtes. C'est là que le précédent compte. Dans l'histoire récente des États-Unis, il est extrêmement rare qu'un responsable du renseignement soit physiquement associé à une opération électorale locale. Et pourtant, ici, cela se produit sans explication détaillée immédiate. Comme si l'exception devenait routine. En parallèle, le langage se durcit. Des communautés entières sont associées publiquement à la fraude.
En Californie, selon les propos rapportés, des accusations visent la communauté arménienne, décrite comme liée à des réseaux criminels. Ailleurs, des chiffres sont avancés concernant des communautés somaliennes sans démonstration publique. Ce qui aurait dû choquer commence à être répété. Et quand quelque chose se répète assez souvent, il cesse d'être perçu comme anormal. C'est là que l'escalade devient structurelle. Mais voici maintenant l'élément qui change durablement la lecture de toute cette séquence. Parce que pendant que le discours public parle de loi, de sécurité et de fraude, les actes racontent autre chose. Des agents fédéraux confirment être sur place à Fulton County pour une activité autorisée par un tribunal, mais refusent d'expliquer ce qu'ils font exactement des bulletins de vote de 2020. Le président de la commission du comté déclare publiquement « Nous ne savons pas où les bulletins sont emmenés, nous ne savons pas ce qui va leur arriver ». Et là, la contradiction devient impossible à ignorer. D'un côté, Donald Trump affirme que l'élection était truquée. De l'autre, il intervient sur les preuves matérielles de cette élection, malgré le fait que, selon les déclarations officielles locales, tous les votes légaux ont été comptés et que les tribunaux fédéraux ont rejeté ces accusations. Les mots disent une chose, les institutions en disent une autre. Mais voici le détail que beaucoup ratent. Une fois que ces bulletins quittent la garde locale pour passer sous contrôle fédéral, la chaîne de confiance change. Et même si rien d'illégal ne se produit, la perception, elle, est déjà altérée. C'est là que la frontière entre enquête et intimidation devient floue. À partir de ce moment, ce n'est plus seulement une bataille de récits, c'est une bataille sur la réalité elle-même. À ce stade, tout s'accélère. Les événements ne se succèdent plus, ils s'empilent. D'abord, les opérations fédérales dans des villes comme Minneapolis, décrites par des responsables locaux comme des interventions massives, rapides, difficiles à contrôler. Puis, 2 morts signalés dans ce contexte, mentionnés dans les débats médiatiques, devenant immédiatement des images qui tournent en boucle. Ensuite, les chiffres. Selon un sondage relayé sur Fox News, 59 % des personnes interrogées jugent les opérations migratoires trop agressives, contre seulement 17 % qui les estiment insuffisantes. En parallèle, un autre front s'ouvre. Les indicateurs politiques. Toujours selon des extraits diffusés à l'antenne, seulement 24 % des répondants disent aller mieux financièrement qu'un an auparavant, tandis que 39 % disent aller moins bien. Ce n'est pas une opinion idéologique. C'est un malaise mesuré. Et pendant que ces chiffres sortent, le discours officiel ne ralentit pas. Il se durcit. Ce qui frappe, c'est la vitesse. Aucune pause, aucun recalibrage visible, comme si l'exécutif avançait, quoi qu'il arrive, en pariant que le choc permanent empêche toute stabilisation. Mais quand tout devient crise, une question finit par s'imposer. Que se passe-t-il si cette dynamique continue encore un mois ou un an de plus? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle arrive dans ta vie quotidienne. Parce que derrière les opérations, les sondages et les déclarations, il y a des gens ordinaires pris dans le mouvement, des familles qui voient des agents dans leur rue, des commerçants qui regardent les infos en se demandant si leur quartier sera le prochain à apparaître à l'écran, des communautés entières qui se sentent soudainement désignées, surveillées, soupçonnées. Ce n'est plus une question de politique partisane, c'est une question de stabilité. Quand les autorités parlent de sécurité, mais que les images montrent des interventions massives et des arrestations de personnes décrites comme non violentes, le message devient confus. Et cette confusion a un coût. Elle s'installe dans la tête des gens. Elle crée de la peur, de la méfiance, du silence. Même les électeurs traditionnellement favorables commencent à décrocher. Des figures publiques autrefois alliées prennent leur distance. Des communautés qui soutenaient le discours se demandent si elles n'en sont pas désormais la cible indirecte. Si cette sensation te paraît familière, dis-le dans les commentaires, parce que ce malaise collectif n'apparaît jamais par hasard. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder le mécanisme, pas seulement les événements. Ce qui rend cette situation possible, ce n'est pas une décision isolée, mais un système d'incitation. Le choc permanent devient un outil. Plus l'attention est captée par la controverse, moins il reste d'espace pour les procédures, les explications, les contre-pouvoirs.
Le spectacle crée de la vitesse et la vitesse réduit la résistance. Observe le levier principal, le récit de la menace intérieure. Quand un pouvoir insiste sur l'idée d'un danger constant, fraude, invasion, ennemi de l'intérieur, chaque action exceptionnelle peut être présentée comme nécessaire. Même l'implication visible du renseignement, même l'intervention sur des processus électoraux passés peuvent être cadrées comme de simples mesures de protection. Mais voici l'aspect le plus troublant. Ce système ne dépend pas d'une adhésion totale. Il fonctionne même quand la majorité doute. Il suffit que les institutions hésitent, que les procédures prennent du temps, que l'attention publique soit fragmentée. Le pouvoir avance alors par inertie, pas par consensus. Ce n'est pas une dérive spectaculaire, c'est une mécanique froide. Et une fois enclenchée, elle est difficile à arrêter sans rupture claire. La question n'est donc plus ce qui s'est passé hier, mais ce que ce mécanisme rend possible demain. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est théorique. Elles sont déjà en mouvement. Première possibilité, l'escalade contrôlée. Les opérations continuent, les enquêtes s'élargissent, le langage reste agressif, mais sans franchir de ligne irréversible. Le pouvoir parie alors sur l'usure, sur le fait que l'attention se déplacera, que les images finiront par lasser, que ce qui choque aujourd'hui deviendra banal demain. Dans ce scénario, tout reste techniquement légal, mais la norme, elle, est déjà déplacée. Deuxième possibilité, la rupture. Une nouvelle action, un nouveau document ou un nouvel événement qui force une réaction institutionnelle plus nette. Des tribunaux, des responsables locaux ou même des alliés politiques qui ne peuvent plus rester ambigus. Ce scénario est plus instable. Il peut ralentir la dynamique ou la précipiter. Parce qu'une confrontation ouverte crée toujours un effet miroir. Chaque camp se raidit, chaque geste est interprété comme une provocation. Ce qui rend ce moment particulier, c'est que le prochain basculement ne dépend pas d'un vote ni d'un discours officiel. Il dépend d'un enchaînement, d'un timing, d'une décision prise dans un bureau ou d'un message publié à la mauvaise heure. Et quand un système avance par inertie, le prochain mouvement est souvent déjà en train de se préparer hors champ. Il y a une idée simple qui permet de relire toute cette histoire différemment. Ce que nous avons vu ne parle pas seulement d'un homme, ni même d'un mandat. Cela parle d'un test, un test de résistance. Jusqu'où un système peut être poussé avant que quelqu'un dise « stop ». Jusqu'où les mots peuvent se radicaliser pendant que les institutions tentent de rester neutres. Jusqu'où l'exception peut devenir la règle sans annonce officielle. En une phrase, voilà le cœur du sujet. Quand le pouvoir commence à traiter le passé comme une menace active, c'est toujours l'avenir qui devient instable. Ce n'est pas le volume des messages, ni même la violence du langage qui compte le plus. C'est la synchronisation entre le récit, l'action et le silence autour de certaines lignes rouges. Et ce qui rend ce moment décisif, c'est que rien n'est encore figé. Les trajectoires sont ouvertes. Les réactions aussi. Mais une chose est certaine, les prochains mouvements ne seront pas anodins. Ils diront si ce test était un avertissement ou une répétition. Si tu veux comprendre ce qui se prépare ensuite, comment ces mécanismes évoluent et ce que l'histoire récente nous apprend sur ce type de séquence, reste ici, abonne-toi, parce que la suite de cette histoire ne se jouera pas dans un seul message, mais dans ce qui vient juste après.